Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il faisait chaud ce jour-là, à Atlanta. Une chaleur lourde, presque arrogante, qui collait aux façades de verre et d'acier du quartier financier comme une couche invisible de pouvoir. Le bitume exhalait une odeur tiède de poussière et d'asphalte surchauffé. Les palmiers urbains se balançaient mollement, écrasés par le soleil de midi. Les vitres teintées des buildings renvoyaient les reflets du ciel comme des miroirs impassibles. Sur Peachtree Street, les gens marchaient vite, très vite. Les talons claquaient sur le béton, les portefeuilles pesaient lourd dans les sacs en cuir, les téléphones chauffaient d'emails urgents et d'agendas pleins. C'était un monde pressé, où tout ralentissement était suspect. Et dans ce monde taillé pour les jeunes cadres affûtés et les femmes élégantes aux tailleurs sur mesure, Walter Freeman détonnait. Il avançait à son rythme. Lentement. Comme un homme qui n'a plus besoin de courir après quoi que ce soit. Walter avait 82 ans, mais il portait son âge comme une veste trop familière pour être inconfortable. Son dos s'était légèrement voûté, pas par faiblesse, mais par le poids de tout ce qu'il avait vu, enduré, traversé. Il marchait avec une canne de bois sombre, sculptée à la main, dont la poignée représentait un point levé, un souvenir du passé, de luttes anciennes. Il portait un vieux costume brun, repassé avec soin, dont les coutures montraient des signes d'usure discrète. Ses chaussures, noires et brillantes, avaient été récemment cirées. Un détail que peu auraient remarqué, mais que Walter n'aurait jamais négligé. Son visage portait les marques du temps, rides profondes, peau foncée tirée par l'âge, mais ses yeux, eux, étaient d'un éclat surprenant. 2 éclats d'onyx brillants sous des sourcils blancs, des yeux qui avaient vu la ségrégation, la marche de Selma, la montée des tours et la chute des illusions. 2 yeux encore debout quand tant d'autres s'étaient fermés. Quand il entra dans le grand hall de marbre de la First Southern National Bank, personne ne se leva. Personne ne sourit. Personne ne tendit la main. Et pourtant, tout le monde le vit. Il franchit les grandes portes en verre d'un pas lent mais assuré. Le hall était vaste, froid, décoré de panneaux dorés et de portraits de banquiers en costume. Des lampes suspendues diffusaient une lumière blanche, presque clinique. Derrière les guichets, les employés pianotaient sur leurs écrans sans lever les yeux. Les clients, en chemise blanche et Apple Watch, attendaient leur tour devant les guichets prioritaires, sans vraiment remarquer l'homme qui venait d'entrer. Il était vieux, il était noir, et il était seul. C'était suffisant pour le rendre invisible. Les gens avaient appris à détourner le regard de cette silhouette familière, comme on évite un sans-abri qui parle tout seul ou un mendiant digne. Cette présence silencieuse ne correspondait pas au décor du lieu. Elle le dérangeait, elle l'embarrassait. Mais Walter ne demandait rien. Il se dirigea calmement vers le comptoir d'accueil, là où une jeune femme blonde, les ongles parfaitement manucurés, consultait un tableau Excel entre 2 appels téléphoniques. « Bonjour », dit-il d'une voix posée. « Je viens voir monsieur Stephen Marshall, le directeur. Dites-lui que Walter Freeman est là. » La jeune femme le regarda sans même lui sourire. Juste un froncement de sourcils léger, une méfiance apprise, un réflexe conditionné. « Monsieur, vous avez un rendez-vous ? » ?»« Non, dit-il doucement. Mais dites-lui que je suis là. Il comprendra. » Elle le détailla des pieds à la tête, comme on évalue une nuisance. Elle soupira, agacée, mais masqua son irritation derrière un professionnalisme glacé. « Asseyez-vous un instant, » dit-elle en désignant d'un geste vague une rangée de chaises près des portes d'entrée. « Mais je vous préviens, il ne verra personne sans rendez-vous. » Walter ne répondit pas. Il alla s'asseoir, dignement, tenant sa canne entre les genoux, le regard droit. Il observa les allées et venues. Les chiffres clignotants des écrans. Les publicités sur les crédits immobiliers. Le visage d'un homme noir sur une affiche vantant l'inclusion financière, placardée à quelques pas de lui. Ironie cruelle. 10 minutes passèrent. Puis, 2 gardes de sécurité s'approchèrent. L'un d'eux, un grand homme blanc à la mâchoire carrée, nommé Bill, posa une main ferme sur l'épaule de Walter. « Désolé, monsieur, » dit-il d'un ton autoritaire. « Vous devez partir. Cette banque n'autorise pas les gens à errer sans but. » Walter leva les yeux vers lui. « Errer ?» répondit-il calmement. « Je suis ici pour discuter d'une affaire sérieuse. »« On m'a dit que vous n'aviez pas de rendez-vous, » répliqua Bill. « Et vous n'êtes pas client ici, à ce que je sache. »
Alors, vous allez sortir tranquillement, ou on appelle les flics. Walter s'eleva, lentament. La salle entière semblait silencieuse. Quelques clients s'étaient figés, observant la scène à la dérobée. Un homme en costume gris échangea un regard avec une femme en robe beige. Ils ne dirent rien. Pas leur affaire. Walter Freeman, 82 ans, ancien combattant, homme d'affaires, bâtisseur silencieux d'institutions, fut escorté dehors. Comme un mendiant. Comme un intrus. Comme un souvenir gênant d'un passé qu'on préfère oublier. Dans l'indifférence du hall glacé, Walter franchit les portes, son ombre projetée par la lumière du jour sur les dalles de marbre. Il ne dit rien. Il ne cria pas. Il ne se défendit pas. Ce que ni Bill ni la réceptionniste ne savaient, c'est que Walter Freeman n'était pas un inconnu. Il était l'un de ces rares hommes dont le nom ne circule pas sur les plateaux télévisés, mais dont les décisions, silencieuses, ont façonné le destin de quartiers entiers. Il y a plus de 50 ans, Walter était un simple ouvrier sur une chaîne de montage, dans une usine automobile aux abords d'Atlanta. Il y transpirait ses journées et rêvait ses nuits. Chaque dollar économisé, chaque billet glissé dans une enveloppe cachée sous une latte du plancher, portait l'empreinte de sa persévérance. Mais Walter n'était pas un homme comme les autres. Là où d'autres se résignaient, lui lisait, apprenait, calculait. Il s'était éduqué seul, soir après soir, à la lumière d'une ampoule vacillante. Les livres sur la finance, l'immobilier, les marchés boursiers, il les avait empruntés à la bibliothèque municipale, souvent en cachette, comme s'il commettait un acte subversif. Il avait investi dans des terrains que personne ne voulait, puis dans des logements modestes, puis dans des parts d'entreprises locales. Peu à peu, patiemment, il avait bâti un empire discret. À l'époque, une petite banque du Sud, moribonde, cherchait un investisseur. Personne ne voulait y toucher. Sauf Walter. Il avait misé gros, presque tout ce qu'il possédait. Non par témérité, mais parce qu'il avait compris ce que personne ne voyait, la valeur du temps et la puissance de la régularité. Cette banque, aujourd'hui florissante, s'appelait désormais la First Southern National Bank. Mais Walter n'était jamais monté sur une estrade. Il ne portait pas de Rolex ni de costume sur mesure. Il n'assistait pas au gala. Il avait laissé les honneurs à d'autres, se contentant de suivre les rapports financiers et les assemblées générales depuis l'ombre. Son nom n'apparaissait ni sur les murs dorés de la banque, ni dans les brochures annuelles. Mais dans les statuts juridiques, dans les registres des actionnaires, Walter Freeman était bel et bien là, actionnaire majoritaire à 41%. Ce jour-là, s'il avait décidé de revenir, ce n'était pas par nostalgie. C'était par transmission. Son petit-fils, Elijah Freeman, venait de terminer ses études à Harvard, diplômé avec mention en économie et gestion des institutions financières. Un jeune homme brillant, intègre, qui rêvait de servir sa communauté avec les outils du capital plutôt qu'avec des discours vides. Walter voulait lui passer le flambeau. L'installer au conseil d'administration. Le faire entrer dans le cercle de décision qu'il avait lui-même bâti. Mais la banque qu'il avait sauvée ne l'avait même pas laissé franchir le seuil avec dignité. On l'avait traité comme un mendiant, comme une nuisance. 2 jours plus tard, ce fut la tempête. Le cabinet Anderson & Hay, célèbre pour ses affaires emblématiques de droit civique et de litiges financiers, envoya une lettre officielle au siège de la banque. Elle portait l'entête sobre, mais le ton était glacial. En vertu des statuts de la First Southern National Bank et des lois en vigueur régissant la représentation des actionnaires majoritaires, M. Walter Freeman, actionnaire à hauteur de 41%, demande la convocation immédiate et publique d'un conseil d'administration extraordinaire. Il y présentera une motion stratégique concernant la gouvernance future de l'établissement. Les médias locaux s'enflammèrent. Les titres firent la une des journaux. Un vieil homme noir expulsé d'une banque dont il est le principal propriétaire. L'Amérique regarde sans voir. L'histoire de Walter Freeman. Atlanta. L'humiliation d'un bâtisseur silencieux. Une vidéo, filmée discrètement par une cliente dans le hall de la banque, montra la scène entière. On y voyait Walter, calme et digne, être escorté dehors par les 2 agents de sécurité, sous les regards indifférents, parfois moqueurs, des clients en costume. Sur les réseaux sociaux, la vidéo explosa. Des centaines de milliers de vues. Des milliers de commentaires. Certains indignés, d'autres émus, d'autres encore pleins de honte. Des voix connues s'élevèrent pour réclamer des excuses. Des organisations de défense des droits civiques exigèrent une enquête.
Stephen Marshall, le directeur de la banque, prit peur. Il appela. Laisse un message. Envoya une lettre. Il proposa une rencontre privée, dans son bureau, avec toutes les courtoisies d'usage. Mais Walter refusa. On m'a humilié en public, répondit-il. Nous parlerons en public. Ce n'était pas une revanche. C'était une leçon. Et pour la première fois depuis longtemps, l'Amérique allait devoir écouter un homme qu'elle avait trop longtemps regardé sans le voir. Le jour du conseil d'administration arriva dans une atmosphère électrique. Dès les premières lueurs du matin, des journalistes de toute la région s'étaient massés devant les portes de verre de la First Southern National Bank, micros tendus, caméras allumées, visages curieux. Tous attendaient l'arrivée de celui qu'on appelait maintenant dans les journaux le vieux Freeman, comme une légende oubliée qui revenait réclamer son dû. Il arriva sans bruit, démarche lente mais assurée, au bras de son petit-fils Elia, jeune, élégant, le regard calme et déterminé. Walter portait un costume noir taillé sur mesure, sobre, classique, comme ceux des anciens qui n'ont rien à prouver. Sa main gauche tenait une mallette en cuir patiné, usée par les années, mais intacte. À ses côtés marchait maître Lindae, une avocate redoutée dans les cercles d'affaires, grande, droite, au regard tranchant comme la lame d'un sabre. Une femme noire qui ne négociait jamais la dignité. À leur entrée dans la salle du conseil, un silence étrange tomba. Les membres du conseil, tous en costume gris ou bleu, jetèrent des regards embarrassés. Stephen Marshall, le directeur, assis au bout de la table, pâlit légèrement. On pouvait lire dans ses yeux qu'il savait, la partie était terminée. Quand Walter Freeman prit la parole, la salle se figea. Il ne lut aucun discours. Il parla d'une voix ferme, posée, sans colère, mais avec une force tranquille que seuls les hommes blessés, mais jamais brisés, possèdent. J'ai bâti cette banque à une époque où l'on m'appelait boy dans la rue, où les portes se fermaient quand j'approchais, où l'on me refusait un prêt parce que ma peau dérangeait. J'ai mis mon argent ici, pas pour briller, pas pour être applaudi. J'ai investi pour mes enfants. Pour que d'autres, un jour, n'aient pas à courber l'échine comme je l'ai fait. Il marqua une pause. Certains membres du conseil détournaient les yeux. D'autres hochaient la tête, pris d'un malaise tardif. Mais aujourd'hui, en entrant ici, j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas l'argent qui donne le respect. Ce n'est même pas le pouvoir. C'est la mémoire. Et ce pays a la mémoire courte. Il se tourna alors vers Stephen Marshall, le regard droit, sans haine, mais sans la moindre complaisance. Vous m'avez humilié. Vous m'avez traité comme un intrus dans ma propre maison. Vous avez agi sans même chercher à comprendre. Et pour cela, vous ne méritez plus ma confiance. Je demande votre révocation immédiate en tant que directeur général de cette banque. Un murmure parcourut la salle. Le silence fut brisé par maître Lindae, qui présenta la motion formelle, avec les documents juridiques en main. La majorité était là. Le vote eut lieu. Résultat, à l'unanimité. Stephen Marshall baissa les yeux. Il quitta la salle, escorté par le silence gêné de ceux qui, hier encore, riaient à ses blagues. Walter se retourna alors vers le conseil. Je recommande l'entrée de mon petit-fils, Elia Freeman, diplômé d'Harvard, homme de cœur et d'idées, au conseil d'administration. Il représentera la prochaine génération. Celle qui n'oubliera pas d'où elle vient. Le vote, là aussi, fut sans appel. Elia fut nommé. Il serra la main de son grand-père devant les caméras, les flashs crépitèrent, mais Walter ne sourit pas. Son visage portait la gravité de ceux qui ont traversé trop de choses pour s'émouvoir d'une victoire tardive. 6 mois plus tard, un nouveau panneau fut installé à l'entrée de la First Southern National Bank. Un panneau de bronze, lourd, gravé de lettres profondes. Walter Freeman Hall en hommage à la vision, la résilience et la dignité. Les passants s'arrêtaient. Certains prenaient des photos. D'autres lisaient en silence, l'air songeur. Mais Walter, lui, n'était jamais revenu pour la gloire. Il n'avait jamais voulu d'applaudissements, ni de statues. Il voulait seulement que l'on comprenne une chose, une seule. Derrière chaque visage ridé, chaque démarche lente, chaque regard discret, il y a une histoire. Une histoire que personne ne devrait humilier. Une histoire qu'il faut écouter avant qu'il ne soit trop tard.